Eh bien, bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par Solidarité Verneuil en collaboration avec l'association SPAVER 22. Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Verneuil, bien sûr. Pour rappel, la maladie de Verneuil est une maladie chronique auto-inflammatoire de la peau qui se manifeste par des abcès à répétition dans les plis. Les selles, plis de laine, plis interfessiers, mais aussi sous et entre les seins, et enfin au niveau de la nuque et derrière les oreilles. La maladie de Verneuil toucherait de 1 à 4% de la population et nombre de ces malades sont également touchés par d'autres maladies auto-inflammatoires chroniques qu'on appelle des comorbidités. Entre maladies rhumatismales, digestives et maladies de peau, comment vit-on avec plusieurs pathologies chroniques? C'est de cela que nous allons parler ce soir en compagnie de 3 témoins, Karine, Estelle et Mandy, qui ont accepté de venir ici et que je remercie chaleureusement. Attention, les propos qui seront tenus ce soir sont le reflet du quotidien de nos invités et n'ont aucune valeur scientifique. Pour toute question ou suspicion de l'une ou l'autre des maladies évoquées ici, nous vous invitons à prendre contact avec le spécialiste concerné. Vous pouvez poser vos questions uniquement par écrit grâce à l'onglet « Discussion » en bas de la page. Vanessa et Muriel vous répondront en direct dans la mesure du possible. Je vais laisser la parole à nos invités qui vont se présenter. Karine, qui en plus de la maladie de Verneuil est atteinte de spondylarthrite ankylosante. Estelle, avec une maladie de Crohn. Et Mandy, avec une acné conglobata. Je vais commencer par Karine. Karine, si tu pouvais nous faire ton petit parcours avec la maladie de Verneuil et puis surtout que tu nous expliques un peu ce que c'est que la spondylarthrite ankylosante. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Hélène. Donc la maladie de Verneuil a démarré vers la puberté, vers 14-15 ans. On a mis un mot à la maladie de Verneuil vers l'âge de 20 ans. Donc pas mal de temps pour découvrir qu'il s'agissait bien de Verneuil. Et ensuite est arrivée la spondylarthrite ankylosante, bien des années plus tard. La spondylarthrite ankylosante est une maladie auto-immune, inflammatoire chronique, qui touche le rachis et les membres inférieurs, notamment la sacroïlite, une douleur qui peut irradier les jambes et aller jusqu'au talon. Donc ça concerne tout le rachis. D'accord. Estelle, tu nous fais un petit topo sur ta maladie de Verneuil et puis tu nous parles un peu de la maladie de Crohn, s'il te plaît. Merci Hélène. Donc moi j'ai un Verneuil donc, depuis ma grossesse, donc depuis 6 ans. Voilà, le premier nodule est arrivé pendant ma grossesse. Donc, voilà, grosse surprise. Et donc j'ai un Crohn depuis 12 ans. Ça fera 12 ans le mois prochain. Donc après, le Crohn, en fait, c'est arrivé tout simplement, grosse fatigue d'un coup. Beaucoup d'examens, beaucoup de recherches pour trouver des prises de sang pas bonnes, tout ça. Et jusqu'au jour où je suis tombée enfin sur un médecin qui a cherché au bon endroit. Et voilà, on a découvert le Crohn. Voilà. Donc après, c'est une inflammation des intestins, donc qui peut aller de la bouche à l'anus, avec des périodes de rémission aussi. Voilà, simplement. D'accord. Mandy, la dernière. Oui. Sur ton Merci, histoire Hélène. avec Verneuil et conglobata. On t'écoute. Oui, alors la maladie de Verneuil, elle est arrivée quand j'avais 15 ans, donc à l'âge de la puberté, 15-16 ans si je me rappelle bien, et j'avais déjà de l'acné sévère, donc nodulokystique ou conglobata, c'est la même chose, c'est un synonyme. Quand j'avais 14-15 ans aussi, donc à quelques mois d'intervalle finalement, j'avais déjà ma peau qui travaillait beaucoup. Donc moi, la comorbidité, donc l'acné sévère nodulokystique, c'est vraiment quasiment la même chose que Verneuil, c'est juste des zones différentes. C'est une inflammation de la peau, mais plutôt des glandes sébacées, plutôt que des glandes sudoripares. Mais donc, moi, c'était notamment tout le visage, beaucoup le front, avec toute la nuque et tout le dos. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous poser quelques petites questions et puis là, je vous laisse en parler entre vous. La première, c'est est-ce qu'il y a des traitements? Et ça, je pense à certaines, là, j'ai un petit peu des idées sur les réponses. Des traitements qui fonctionnent bien sur la maladie de Verneuil
et qui sont délétères pour la comorbidité. Je pense par exemple aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis inversement, est-ce qu'il y a des traitements qui sont utiles pour le Crohn ou la conglobata ou bien la spondie et qui du coup vont favoriser les poussées de verneuil? Là, je vous laisse. Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien. Ah, vas-y, Karine. Vas-y. Ok. Effectivement, dans le cadre de Verneuil, on n'utilise pas les anti-inflammatoires parce que ça peut aggraver la maladie de Verneuil. Et dans le cadre de la spondie, on a besoin d'anti-inflammatoires. Donc, à ce niveau-là, c'est un réel problème. D'autre part, quand on a une spondylarthrite, on est souvent face à une biothérapie par injection. Et cette biothérapie, soit elle fonctionne un petit peu, on va prendre le cas du Mira, elle fonctionne sur la maladie de Verneuil, mais elle peut malheureusement créer une surinfection. Voilà un petit peu les soucis qu'on peut rencontrer entre ces deux pathologies. Moi, je rejoins Karine sur certaines choses. C'est vrai que moi, j'ai de la chance que l'anti-inflammatoire, c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, c'est vrai que déjà, ça règle le problème, on n'en met pas. Après, oui, nous aussi, là, au niveau de l'Humira, c'est vrai qu'à la base, l'Humira, il est sorti en premier pour le Crohn. Mais maintenant, oui, c'est vrai qu'ils le font aussi pour le Verneuil. Et c'est vrai que quand on a la chance que ça marche, ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet de prendre un traitement pour les deux pathologies. Donc ça, c'est vrai que tout ce qui est anti-TNF marche pour l'un et pour l'autre. D'accord. Mais donc, tu n'as pas de traitement qui viennent contredire un autre traitement? Du coup, non, là, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai assez de chance. Parce que tout ce qui est interdit pour l'un est forcément interdit pour l'autre. d'accord. Et toi, Mandy, de ton côté? Moi, je dirais que c'est le Roaccutane, le célèbre traitement qu'on donne quand on a de l'acné. En l'occurrence, je pense qu'il est assez nocif pour Verneuil. Ouais. Donc, ça, je l'ai beaucoup entendu, beaucoup lu. Moi, je ne l'ai jamais pris pour mon acné. Donc, je ne pourrais pas dire, mais de ce que j'ai vu, apparemment, ça a l'air de compliquer Verneuil, puisqu'on appelle quand même Verneuil l'acné inversé. Donc, au niveau des glandes, vu que la molécule qui est dans le Roaccutane, qui s'appelle l'isotrétinoïne, elle atrophie un peu les glandes sébacées. On a la peau qui travaille moins au niveau de l'acné. Mais je crois que vu que la peau veut de toute façon éliminer, eh ben, Verneuil sort davantage, quoi. Donc, on a plus d'abcès dans les plis. D'accord. Ouais. Mais il y a des cas apparemment où ça peut fonctionner. Hein. Toujours un peu de nuance dans ce qu'on voit, quoi. Alors, cette tout histoire, n'est pas tout noir ou tout blanc. ouais. Cette histoire d'acné inversé, moi, ça m'a toujours étonnée. Pourquoi on utilise l'acné inversé? Et j'ai cru comprendre à un moment que la maladie de Verneuil, l'acné, ça vient sur les zones convexes, sur les épaules, sur les joues, sur le front. Et inversement, la maladie de Verneuil vient dans les parties creuses. Donc, j'avais cru comprendre qu'on dit acné inversé parce qu'à l'inverse de l'acné, la maladie de Verneuil vient dans les creux. C'est un petit peu ce que j'avais compris. Alors, oui. S'il y a des médecins qui nous écoutent, si ce que je dis, c'est voilà, s'ils ont une explication pourquoi on appelle ça acné inversé, ça m'intéresse. Ouais, je pense que c'est effectivement lié à ça. Et puis, on pourrait le voir aussi peut-être, à voir si on nous le confirme, mais le fait que ça soit simplement les deux glandes opposées qui travaillent. Les glandes sébacées pour l'acné et sudorale. Et inversement, voilà. la glande sudorale. Oui, effectivement. Bon. Est-ce que vous prenez de la médecine alternative pour votre maladie de Verneuil, des plantes, je ne sais pas moi, des huiles essentielles, des trucs qui vous font du bien, qui aident au quotidien et qui viennent un peu compenser peut-être les effets délétères de certains médicaments, etc. Est-ce que vous êtes adepte de ce genre de choses? Moi, je vais prendre la parole, étant donné que j'avais pris l'initiative il y a déjà 3 ans de me soigner différemment qu'avec la médecine allopathique, parce qu'au bout de 15 ans et que j'avais fait tant de prises d'antibiotiques et beaucoup d'utilisation de fusidine pour la crème antibiotique, etc. Et puis tous les désinfectants et d'avoir une trousse à pharmacie à chaque fois que je bougeais ou que j'allais au travail avec, je pense qu'on se reconnaît tous, la petite trousse avec la bétadine, les compresses, le machin. J'en avais un petit peu marre de ne pas avoir d'amélioration, donc j'avais décidé de m'orienter vers les médecines douces, donc vers la naturopathie, et donc j'ai changé toute mon hygiène de vie et j'ai utilisé beaucoup de techniques qui ont permis d'avoir une rémission pendant 2 ans et demi. Là, c'est un petit peu revenu ces derniers temps parce que pas mal de stress, mais j'ai quand même une rémission que je n'avais jamais eue pendant toute ma vie.
Rémission sur Verneuil ou sur l'acné ou sur les deux? Sur les deux. Ah, pas mal. Sur les deux, mais surtout sur Verneuil, parce que comme beaucoup d'entre nous, je souffrais tellement et j'avais peut-être des abcès 11 mois sur 12, que du coup, quand j'ai eu une rémission, je ne connaissais pas mon corps sans abcès. Donc, j'étais aux anges. Et moi, vraiment, c'est l'utilisation des plantes, des huiles essentielles de façon locale qui m'ont aidée. Et donc, forcément, je prêche un peu pour la naturopathie, étant donné que maintenant, je suis conseillère en hygiène de vie naturopathe. Donc, j'aide les gens qui ont Verneuil et de l'acné pour ça. Donc, voilà. Bon, maintenant, ils sauront où aller. On donnera tes coordonnées à la fin du webinaire. Merci. Estelle, tu as des choses à dire là-dessus? Non, moi, sur le Verneuil, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Autant sur le Crohn, voilà, j'ai essayé plusieurs choses, mais sur le Verneuil, c'est vrai que je suis jamais allée de ce côté-là. Mais je pense qu'après, je vais aller voir Mandy. Et sur parce que Mandy Crohn, risque d'avoir des petites discussions après. sur Crohn, tu as essayé. De toute façon, c'est une question d'alimentation, surtout Crohn aussi. Tu peux peut-être jouer là-dessus, non? Alors, ça joue, mais c'est pas miraculeux. Et c'est vrai qu'avec le temps, moi, pour en avoir parlé plusieurs fois avec mon gastro, c'est vrai qu'ils en reviennent un petit peu. Après, de toute façon, le Crohn, c'est un problème de système immunitaire. Donc, quand ton système immunitaire a décidé de ne pas agir correctement, tu auras beau malheureusement faire un régime sans résidus, ça ne va pas régler le problème. Par contre, vraiment, quand après je suis en grosse crise, là oui, c'est régime sans résidus, on enlève toutes les fibres et c'est voilà, pour essayer de limiter un petit peu la casse surtout. D'accord. Et toi, Karine? Les huiles essentielles, les trucs comme ça, pour la spondyle, ça marche? Non, sur la spondyle, ça peut aider, mais ça ne marche pas. On reste vraiment sur du conventionnel, d'une manière générale. Sur Verneuil, j'avais testé quand j'étais très très jeune, parce que j'en avais marre à un moment, on en a marre des antibiotiques, des choses comme ça. Donc on teste. Mais je pense que j'avais très très mal testé et très mal. J'avais pas forcément le bon procédé, donc je ne pourrais dire je suis Mandy sur ce coup-là. Voilà. D'accord. Alors notre petite question. On vous en a un peu parlé quand vous vous êtes présenté, mais laquelle des deux maladies est arrivée en premier? Je crois que pour la plupart, c'est Verneuil, d'après ce que j'ai compris. Non, moi, c'est le Crohn. Toi, c'est Crohn. Moi, c'est l'acné. C'est l'acné aussi, ouais, tu vois, donc en fait, je n'avais rien compris. Non, mais ça arrive. Hein, donc, on a la maladie de Verneuil. Toi, Karine, c'est arrivé en premier, c'est ça? C'est ça? C'est arrivé en premier, mais après, est-ce que la spondyle n'était pas déjà là? Ça, on pourrait le savoir, mais du moins, la première maladie déclarée était bien Verneuil. D'accord. Donc, c'est 2 à 1, quoi. Hein, d'accord. Et est-ce qu'il y a une maladie qui prend le dessus sur l'autre? Est-ce qu'il y a une maladie qui est plus douloureuse, plus présente que l'autre? Moi, je dirais que c'est par période. Ah ouais? C'est par période. Après, moi, j'ai eu un Crohn au départ qui a été très compliqué à gérer, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qui a été très, très compliqué à gérer. Par contre, je n'ai jamais été vraiment Verneuil à fond et Crohn à fond. Enfin, en tout cas, je touche du bois, ça ne m'est encore jamais arrivé. De mon côté, en tout cas. D'accord. Ok. T'es en quel stade, toi, Estelle? Je suis au stade, au niveau de Verneuil, pardon. Stade 3. Stade 3, d'accord. Ah oui, quand même. Et Karine, toi? Ça commence à se calmer, mais j'étais au stade 3. D'accord. Ça commence à se calmer. Moi, j'aurais répondu autrement. Je pense que j'aurais dit que celui qui prend le plus, dans notre cas, c'est la spondylarthrite. Mais la maladie de Verneuil a également un retentissement plus important psychologiquement sur le regard intime, sur toute l'intimité, donc sur la relation qu'on peut avoir dans l'intimité. Donc peut-être, voilà, dans ce sens-là, je prendrais cette question. Je suis d'accord avec toi, Karine. Ça rejoint la question suivante. Quelle est des deux maladies, celle qui impacte plus votre qualité de vie, en fait? C'est lié tout ça. Pour ma part, moi, je dirais que, vu que c'est la peau, dans tous les cas, la qualité de vie était impactée pour les deux. Mais les années où j'étais sous pilule contraceptive qui calmait mon acné n'a jamais joué sur la maladie de Verneuil.
Et donc, du coup, il y a eu 10 ans de ma vie où Verneuil me pourrissait la vie, mais j'avais une peau en apparence qui paraissait saine. Donc, on ne se doutait pas du tout que que je souffrais de ma peau, mais ailleurs, puisque c'est une maladie invisible, contrairement à l'acné. Mais c'est un peu des deux, moi, quand même. Mais je dirais que par rapport à l'estime de moi, ouais, ça a impacté beaucoup par rapport à Verneuil. Parce que je me sentais parfois sale, quoi. On peut le dire, je pense qu'on se retrouvera tous là-dedans. Et j'avais l'impression que vu que ça s'arrêterait jamais, personne ne pourrait comprendre ou jamais je pourrais partager ma vie avec un homme qui comprendrait ce que c'est d'avoir des choses dans les aines, notamment, où c'est quand même des endroits intimes, quoi. Donc, ouais. Oui, surtout toi qui as une maladie, toi tu as une maladie invisible et une maladie visible. Oui. Toi, tu es jackpot sur tous les tableaux. Sur ça, ouais. Il faut vraiment apprendre à s'aimer et à faire la part des choses pour pas arriver à justement aggraver les choses, parce que je pense que quand on s'aime pas, quand on se cache, quand on est stressé, ça aggrave tout. Notamment la peau qui est très liée au système nerveux et au stress. Mais ouais, moi, c'était un peu la totale sur ce truc-là. Ouais. Alors, ça revient un petit peu à une des dernières questions que je voulais vous poser, mais je vais vous la poser tout de suite. Comment vous faites alors comment vous avez fait pour dépasser tout ça, justement? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent, qui ont ces pathologies, en particulier celle qui est visible là? Comment tu as fait pour dépasser ce stade, justement, de cette maladie qui est si affichante, quoi, comment tu as fait? Alors, comment j'ai fait? Ça a été longtemps très dur parce que j'estimais qu'on me regardait beaucoup trop, que en fait, finalement, j'étais tout le temps sous les projecteurs. Dès que je sortais ou quoi que ce soit, même ma maman, elle avait des difficultés à accepter que les mamans de d'autres petites filles dans les magasins me regardent. Donc, ça, c'est des réflexions. Donc, ça a été longtemps dur. Et après, grâce au fait d'avoir pris la pilule contraceptive, forcément, vu que ma peau allait mieux en apparence, on me regardait moins. Et c'est à cette période que j'ai pu essayer de m'aimer un petit peu plus, d'apprendre à lâcher prise sur la vie que pouvaient avoir les autres sur mon apparence. Mais par rapport à Verneuil, en fait, c'est juste parce que j'ai été en rémission grâce à la naturopathie. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas eu d'accalmie, je serais encore bouleversée mentalement. Hein, parce que ouais, ça avait un impact trop important, quoi. Donc moi, les conseils que j'ai à donner, c'est vraiment d'essayer de comprendre que parfois, nous, on le vit et c'est beaucoup plus important que ce que les gens vont voir de nous. Et du coup, il faut se détacher un petit peu de ça. Et puis, moi, ce qui m'a aidée, c'est de me montrer aussi, parce que j'ai eu la sensation de pouvoir afficher aux yeux de tout le monde que j'avais une maladie invisible. Donc notamment la création de mon compte Instagram ou de m'être montrée dans les médias. Mais c'est pas forcément des conseils que les gens peuvent pas appliquer ça, quoi. Ils vont pas aller se faire tous un compte Instagram pour aller mieux. C'est pas forcément facile. Mais moi, c'est ça, personnellement. Toi, tu es arrivé comme ça. Ouais, on t'a Ouais. vu, je me souviens, tu es quand même passé à la télévision. Quand on a une maladie affichante comme ça, il faut quand même aller au-delà de cette peur de se montrer. Je suppose que ça doit pas Ouais. être simple, quoi. Ouais, non, ça n'a pas été simple, mais justement, ça a été une vraie thérapie de me montrer, de m'afficher, d'officialiser. Et les deux autres, là, par rapport à tout ça, comment on vit la chose et comment on se montre aux autres? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que au niveau du travail, tout ça, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Estelle, tu es toute jeune, tu dois être active, je suppose. Moi, je suis en invalidité depuis 3 ans maintenant. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Trop d'arrêts maladie à répétition. Et c'est vrai que voilà, mon chrono au début, c'était vraiment très, très, très compliqué. Donc voilà, après ma grossesse, c'est vrai que j'ai fait une grosse rechute. Donc voilà, là, contrôle de sécurité sociale et j'ai pas eu le choix. Donc, mais par contre, en fait, je pense qu'au final, ça m'a changé la vie. Dans le sens où au début, c'est dur de te dire, tu as 27 ans. À 27 ans, en gros, on te dit que tu n'es plus bonne à rien. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas. Mais au final, non, parce que de 6 à 7 hospitalisations par an, je suis passée à 1. Donc ça, quand même, surtout quand tu as un petit garçon, c'est… Ça veut dire que le travail te stressait alors, en fait, et ce stress qui auto-entretenait la maladie ou… C'était la fatigue. C'était la fatigue, surtout. C'est qu'en fait, le corps n'arrivait pas à récupérer. J'avais beau être habitant, je ne faisais pas spécialement un boulot qui était très fatigant,
mais la fatigue accumulée de la semaine ou de la journée, eh ben, j'arrivais pas, mon corps n'arrivait pas à remonter. C'est vrai que quand on est en pleine crise, les diarrhées, c'est quand même compliqué à gérer. Et puis, bah, quand tu es au boulot, bah, tu peux pas toujours aller aux toilettes. Donc, du coup, voilà, ça a vraiment été très, très, très compliqué. Mais maintenant, aujourd'hui, je me dis qu'au final, je pense que ça m'a rendu service. Vraiment. Je D'accord. pense que ça m'a vraiment rendu service. Après, au niveau des… Je rejoins un petit peu Mandy au niveau des cicatrices. Je pense que plus tu te montres et plus ça te permet de les accepter. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. C'est vrai que je me suis fait opérer 2 ans. J'ai eu 2 opérations pour le verneuil, donc avec quand même des sacrées cicatrices. Bah, le premier été, c'est compliqué. Puis après, tu dis, de toute façon, elles sont là. Donc, il faut les accepter. Il n'y a pas le choix. Tout à fait. Ouais. Donc, elles font partie de nous. Ouais. c'est ça. Elles sont là. Donc, on a beau les pommader pour qu'elles soient le plus jolies possible. De toute façon, on ne peut pas les cacher. Elles sont là. Donc, voilà. Je trouve que, bah, pour moi, en fait, accepter son corps comme il est avec ses défauts, c'est accepter ses maladies. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du moment où tu rentres dans cette phase d'acceptation, et bah, dans ta tête, il y a tout. Enfin, pour moi, il y a eu un réel déclic, vraiment. Et de toute façon, ces maladies, elles sont en nous. Donc, les renier ou déprimer, enfin, moi, c'est pas ma vision des choses, en tout cas. Donc, voilà. Et je pense que c'est vraiment pour ça que je m'en suis sortie. Après, je ne dis pas qu'il faut un mental en béton, hein, c'est très dur. Après, moi, j'ai de la chance d'être très, très bien accompagnée. Donc, ça aide aussi beaucoup. J'ai un mari au top, j'ai des médecins qui sont géniaux. Donc, je pense que voilà, tout ça réuni font que maintenant, on vit avec et on accepte, quoi. D'accord. Mais là, tu es en invalidité, mais il y a une possibilité, si tes 2 maladies se mettaient à régresser, etc., tu pourrais revenir au monde du travail, éventuellement? Bah oui, après, il suffit, voilà, après, c'est un accord avec la Sécu. En gros, il faut que je renonce à mon invalidité pour après pouvoir retourner sur le monde du travail, quoi. Mais j'ai voulu essayer il y a quelques années, il y a 1 an. Il y a 1 an, j'ai voulu essayer et les médecins n'ont pas voulu. D'accord. Donc, vu que je les ai déjà pas beaucoup écoutés au début, maintenant, j'essaie de les écouter un petit peu quand même. Et toi, Karine, l'image de toi, les relations amicales, amoureuses, professionnelles, tout ça, dis-nous un petit peu. Alors, dans le milieu professionnel, moi, je suis en invalidité aussi. Dans le milieu professionnel, je faisais un métier un petit peu compliqué, surtout quand j'avais l'endométriose à ce moment-là, et je conduisais des bus à longueur de journée. Donc, forcément, des horaires très complexes avec une spondylarthrite. Et je n'écoutais pas mon corps. Très clairement, j'allais au-delà de ce que le corps permettait. Bon, à un moment, on s'écroule, hein, et c'est un petit peu tard. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait peut-être autrement. L'épuisement est là, comme Estelle en parlait tout à l'heure. L'épuisement, il est là. Je pense que les maladies, ce sont des maladies invisibles, hein, que ce soit la spondylarthrite ou le verneuil, c'est compliqué d'expliquer aux gens. On paraît souvent, oui, on nous dit vous êtes des feignants, vous n'avez pas de force. Bon. Il faut passer au-dessus de tout ça. Les médecins, les assos sont là pour accompagner. Les médecins, quand ils comprennent, quand il n'y a plus l'errance thérapeutique, hein, je parle bien. Et puis, l'entourage, il y a beaucoup de personnes qui partent, hein, parce que la maladie crée très souvent un grand vide. Hein. Mais les meilleurs restent. Et bon, moi, j'ai la chance d'avoir une personne formidable à mes côtés. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me soutiennent. D'accord. Mais c'est super important, hein. L'entourage est super important, hein. Vraiment. Et du coup, côté boulot, toi aussi, tu es en invalidité aujourd'hui et Oui. Je suis en invalidité depuis quelques années. J'avais refusé, en fait, pendant on voulait me mettre en mi-temps thérapeutique. Je refusais tout, hein. J'étais vraiment la personne qui se disait je ne peux pas ne pas travailler. 20 ans de métier, c'était impossible pour moi de m'en trouver en invalidité. C'était comme
un renoncement, mais je me disais, ma vie va pas s'arrêter à cause d'une maladie. Et ben justement, il faut écouter son corps, il faut, attendez, j'ai juste voilà, j'avais un petit souci avec l'ordinateur. Il faut l'écouter, il faut pas attendre la dernière seconde. Prendre en charge les choses en temps et en heure. Et ça vous manque pas le travail à vous deux, les relations avec les collègues, tout ça, même si des fois c'était peut-être pas facile à l'époque où vous travaillez, vous aimeriez reprendre une vie salariée normale? Ah, des fois, moi, j'aimerais reprendre une vie, comme tu dis, normale. Mais en même temps, en fait, je me dis que j'ai pas envie de revenir par où j'étais passée avant. Donc, oui, le contact, ça manque. Ça, c'est sûr et certain. Le contact, ça manque. Les relations, ça manque. Parce que bon, bah, les gens, ils bossent pendant que toi, tu bosses pas. Donc, forcément, c'est pas la journée que tu vas faire la fête. Ouais, t'es un peu Mais à l'écart, quoi. c'est ça. Mais par contre, à côté de ça, moi, je ne reviendrai pas en arrière au niveau vraiment de la qualité, en tout cas de la qualité maintenant que j'ai et du mental. Parce que, mine de rien, le fait de ne plus travailler, tu n'as pas de stress de te dire tu peux gérer tes rendez-vous, tu peux prendre tes rendez-vous quand tu veux, à l'heure que tu veux, les jours que tu veux. Et ça, déjà, quand le fait de se soigner n'est plus une contrainte, c'est tout de suite plus simple. En tout cas, pour moi, ça a été tout de suite plus simple. Ça, c'est sûr. Et quand vous avez eu vos premières manifestations de Verneuil ou de l'autre, est-ce que vous en avez parlé tout de suite à votre employeur ou est-ce que vous avez dit, oh là là, je dis rien? Ça, c'est ma première question. Et puis, je me demandais aussi, on parle beaucoup de harcèlement en ce moment, c'est le thème qui revient beaucoup. Est-ce que vous avez subi des moqueries, des réflexions, des harcèlements de la part de vos collègues, employeurs, etc., mis à l'écart, ce genre de choses à l'époque? Alors, moi, j'ai jamais, pardon, j'ai jamais subi d'harcèlement vraiment à proprement parler. Après, j'avais senti que c'était nécessaire absolument de me faire un dossier MDPH parce que j'en pouvais plus d'avoir trop d'arrêts. Et au contraire, j'avais une chef très, très compréhensive et qui savait exactement ce que je subissais au quotidien. Mais par contre, pour ma comorbidité, pour l'acné, oui, puisqu'elle est arrivée à l'âge juvénile, ça a été l'enfer parfois. À l'école? À l'école, ouais, au collège. Ça allait quand même parce que j'avais une classe où je me sentais très bien, j'avais plein d'amis, etc. Et on faisait plein de choses. Mais les autres personnes que tu connais pas, qui sont du collège et qui te mettent des noms d'oiseaux pas très sympas, etc. Donc ça a été dur à traverser, ouais. Au moment de l'adolescence en plus, Ouais. où on est en train de se forger, etc. Tout à fait. Et puis forcément, vu que la peau est gage de beauté aujourd'hui, et puis on a toujours cette idée qu'il faut avoir une apparence bien pour être cool quand on est jeune, et ben voilà, on nous en fait un peu baver, quoi. Ça t'a peut-être endurci aussi. Oh oui, énormément, ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, les gens n'hésitez pas à vous faire des dossiers MDPH si jamais ça pose trop de soucis auprès de votre employeur, quoi. Ça, l'harcèlement au travail ou des collègues ou les réflexions qu'on peut avoir, parce que moi j'en ai déjà eu une, je me rappelle, je boitais, j'avais un abcès qui était vraiment pile poil entre le pli de la fesse et puis le bas de la vulve. Je me disais, mais en fait je boite, mais ça doit ressembler à autre chose, quoi. Et donc j'avais une collègue qui n'arrêtait pas de dire qu'on avait l'impression qu'on m'avait un petit peu, au niveau sexuel, vous imaginez un peu, parce que je boitais, c'était un peu, on se doutait que c'était un truc comme ça, quoi. Alors moi, j'avais été super mal à l'aise, qu'elle l'avait dit très fort. Et non, c'est juste que je boitais avec les jambes écartées, c'est tout. Donc, moi, je me souviens, je leur faisais croire que j'avais des sciatiques à répétition. Alors, je dis à tout le monde, de coup, de la sciatique, ça marche bien. Parce que la sciatique, tout le monde en a plus ou moins un jour ou l'autre. Quand on est enceinte, c'est douloureux, on le sait, et ça justifie le fait de boiter. Et puis, c'est pas trop, voilà. Ça passe bien et c'est des choses qui reviennent. Et donc, du coup, quand vous avez un abcès mal placé, que vous boitez et qu'on vous demande mais qu'est-ce qu'il y a et que vous n'avez pas envie de le dire, moi, je vous conseille de dire c'est ma sciatique qui revient, c'est une horreur. Et là, tu as plein de compassion autour de toi. C'est ma petite astuce. Je vous la donne. C'est bien, c'est vrai. À cet âge-là, j'aurais peut-être dû avoir cette idée, mais on n'a pas assez parfois de réponses. Voilà. Il faudrait pouvoir avoir un peu de chien, quoi, pour répondre aux collègues qui ne sont pas toujours cool.
Voilà, c'est ça le problème. Et toi, Karine, toi qui étais dans un bus, au Et dépôt, moi, non, au dépôt, ils te chambraient pas, tes collègues. En plus, tu étais une femme dans un monde d'hommes, toi. eh ben, j'ai été extrêmement chouchoutée pendant ces années-là. Ah, J'avais des patrons en or. J'ai eu cette chance. Mais en même temps, j'étais seule dans mon bus. Donc, les collègues, on n'en avait pas. On se voyait, mais comme on était en décalé, je pouvais en voir un tous les 3, 4 jours. Mais on n'avait pas cette proximité comme dans les autres sociétés. Donc, cette solitude, j'ai eu pendant des années. Par contre, oui, quand je descendais du bus, j'arrive au dépôt, bah, c'est là que les choses se compliquaient parce que bon, bah, on descend. Alors, surtout à la fin, quand il y a la poussée Verneuil, la poussée Spondy en même temps, et qu'on essaye de sortir convenablement du bus, et qu'on a juste envie de finir à 4 pattes et d'arriver comme ça. Oui, là, dans ces moments-là, on vit des grands moments de solitude, comme on dit. Et, ben, on fait un grand sourire, on dit qu'on a perdu une feuille, enfin, on trouve des astuces. Voilà. Mais j'ai pas eu aucun problème mais j'ai pas dit non plus à mon patron que j'avais la maladie de Verneuil. ah ouais, tu lui as pas dit quand même. Le mot maladie de Verneuil, non, parce que je pense qu'il aurait pas compris ce mot-là. Déjà, spondylarthrite était un peu complexe. Mais bon, il y a le mot arthrite dedans, donc Oui. ça parle un peu plus que Verneuil. Et puis, il aurait été voir ce que c'était sur Internet, il était un peu curieux. Mon Jean patron, si. Il aurait été un peu curieux, il a regardé. Puis, Il n'aurait pas été déçu du voyage. voilà, donc, il ne mieux pas le dire parce que ça jase, hein, après. Ah, moi, ça c'était ma hantise, moi. Moi, je travaillais pour un labo dermato. Et mon bureau était juste à côté de la grosse imprimante de tout l'étage, des chefs de projet, etc. Et puis régulièrement, quand ils faisaient des études sur une pathologie, etc., ils prenaient les journaux, là, les revues spécialisées, et puis ils cherchaient des articles, etc. Puis je les entendais. Oh, il y en a qui disaient oh là 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 là, mon Dieu, non mais regarde ça, etc. Et je me disais, si je leur dis que j'ai la maladie de Verneuil, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose, ils vont aller gratter et puis ils vont dire oh là là là. Donc pendant longtemps, je me suis tue. Je me suis tue parce que j'ai eu peur d'être stigmatisée, tout simplement. Ouais. Donc c'était plutôt le silence que tu gardais pour Exactement. préserver. Exactement. Voilà, j'ai entendu parler tout à l'heure de chirurgie. C'est Estelle, hein, tu parlais de chirurgie. Les autres, vous avez subi des chirurgies? Une seule pour moi. Une seule? Et je me sens quand même chanceuse par rapport à tout ce que je peux entendre. Et moi aussi, hein, même si j'en ai eu 2, eh ben, je m'estime encore chanceuse aujourd'hui. D'accord, et vous en avez pensé quoi? Je veux dire, ça a été efficace? Ah bah moi, j'ai décidé que j'y ne retournerai pas. Voilà. Ah bon? Ça s'est mal passé alors? Bah, ça s'est pas mal passé en soi. Après, voilà, le post-opératoire, l'opération, tout ça, c'est très bien. Bon, bah, le post-opératoire, on va pas se mentir, c'est compliqué. Hein. C'est très, très dur. C'est très contraignant aussi, surtout. Mais moi, je n'ai pas eu les bénéfices que j'espérais. Parce que Crohn aussi, ça s'opère. Mais j'ai été aussi opérée du Crohn. D'accord. Ils m'ont enlevé 15 cm d'intestin. Ah ouais, quand même. Ça doit être long en termes de cicatrisation quand c'est comme ça des organes internes. Je veux dire, une cicatrisation, moi, dans mon esprit, bon, ben voilà, c'est sur la peau, on voit la plaie, on la voit se remplir, on la voit évoluer, alors qu'en interne, finalement, c'est pas ce qui se passe. Ce qui est compliqué, c'est qu'avec le Crohn, tu as un gros risque infectieux. Donc, c'est vrai que toute opération, parce que c'est ce qu'ils appellent des chirurgies sales. Ouais. Donc, toute opération que tu fais, ils te disent tout de suite qu'il y a un gros risque que tu fasses un abcès. Donc, ça soit un abcès de paroi, soit un abcès interne. Et moi, j'ai eu la chance de faire un abcès de paroi. C'est mieux? Donc, non, c'est non. Pas bien. Je crois pas. Ce qui s'est passé, c'est que 48 heures après, j'ai dû repasser au bloc. On a dû tout cureter le nombril parce qu'en fait, j'ai eu l'abcès qui était sous le nombril. Et je me suis retrouvée avec un trou d'environ 5 cm de diamètre et de 6 cm de profondeur. Ah oui, d'accord. Donc, à mécher pendant plus de 3 mois.
Et vu que en fait, ça cicatrisait très mal, forcément, l'intestin cicatrisait très mal aussi. Et du coup, j'ai toute la cicatrice qui s'est inflammée en plus. Donc, avec des chances du coup que ça pète. Donc, j'ai eu de la chance, rien n'a pété. Mais c'est très long parce qu'au final, j'ai mis 6 mois à cicatriser totalement pour mon Crohn. D'accord. Et après, ça a été… c'est revenu, non, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de l'abcès à cet endroit-là? Si, après, tu passes en fait une coloscopie de contrôle, donc 6 mois après l'opération, pour aller voir au niveau de ton anastomose, comment c'est à l'intérieur. Et moi, c'était revenu juste à côté, au bout de 6 mois. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, que mon gastro m'a dit, écoutez, là, si vous voulez tomber enceinte, parce que je lui avais déjà parlé que je voulais tomber enceinte, et que j'avais 1 an pour tomber enceinte à ce moment-là. Il pouvait me laisser 1 an sans traitement dans l'espoir que ça reste comme c'était. Et j'ai eu de la chance, voilà, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais, et après, c'est parti. Et là, voilà, dernière colo le mois dernier, et c'est revenu au même endroit. D'accord. Bon. Donc, mais voilà, et le Verneuil, en fait, la première, j'ai eu 6 mois de rémission. Donc, c'était il y a 2 ans. Et là, je me suis fait opérer en octobre. Et novembre, j'avais 12 nouveaux nodules qui étaient revenus. Oh là 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 là. Au même endroit? Non. À côté. À côté, dans la même zone, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc là, non, j'ai décidé que… J'en ai trop de partout, en fait. C'est ça le problème. Tu es en Isère, toi, hein, c'est ça? Ouais. Tu te fais opérer à Grenoble? Non, je me fais opérer au Val d'Ouest. D'accord. Et c'est revenu? Et c'est revenu. Ah, alors. Donc, je l'aime bien, hein, mais je pense que je ne retournerai pas le voir tout de suite, en tout cas. Et une autre question, est-ce qu'il y a des zones que votre Verneuil affectionne particulièrement? Est-ce que ça revient toujours dans la même zone ou est-ce que ça se balade vraiment? Genre aisselle et puis après plouf entre les deux fesses et puis après plouf l'autre aisselle? Ou bien est-ce que c'est toujours un peu les mêmes zones qui sont activées? Moi, au début, j'avais que les parties périnéales. Et là, ça fait 1 an que c'est sous les aisselles. Donc, ça se balade entre les 2 endroits. D'accord. Moi, c'était les aines principalement. Les plis de laine? Oui, les plis de laine. Et puis c'était gauche, droite, parfois les deux en même temps. L'aine droite m'a peut-être fait souffrir 4 ans d'affilée. J'ai été opérée, alors pas avec un curetage profond, mais 1 mois d'infirmier qui venait à la maison avec le méchage. Et une fois que là, ça a été bénéfique et que ça a calmé les choses, c'était l'aine gauche. Ou alors le pli interfessier juste à l'entrée, vraiment vers la vulve. Donc, ouais, voilà, ça s'est calmé, mais après, ça a été l'aisselle. Et entre les seins aussi, beaucoup. Entre les seins, c'est un endroit un petit peu moins fréquent, en fait, entre les seins, mais il paraît que c'est extrêmement douloureux, ne serait-ce que pour les sous-vêtements, les soutiens-gorge, etc. Pour qu'on ait une forte poitrine, c'est un vrai problème, ça, pour les femmes. Ouais, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. C'est vrai que c'est très douloureux. Moi, ça l'était en plus parce que c'était mêlé avec l'acné sévère. Donc, en fait, je ne savais même plus dire si c'était l'acné sévère ou la maladie de Verneuil parce que c'est une zone qui est touchée dans les 2 cas, un peu comme les oreilles, hein, finalement. Ouais. Et parfois, c'était sous les seins aussi. Donc, effectivement, pour mettre le soutien-gorge, c'est l'enfer. Mais donc, du coup, maintenant, j'ai d'énormes cicatrices entre les seins. Donc, ça, il a fallu l'accepter, quoi. Ouais. Et toi, Karine, c'est quoi les lieux privilégiés de ta maladie de Verneuil? Partout. Donc, ça revient, ça tourne absolument partout. Ça tourne. Aujourd'hui, j'ai 2 poussées par mois à peu près. Si je dois compter les cicatrices, je dois être à 300 cicatrices depuis un peu plus de 20 ans. Mais je n'ai jamais voulu taper dans la chirurgie, alors que j'aurais peut-être dû, mais j'avais peur que ça prolifère encore plus. Donc je me suis battue à chaque fois avec. Encore aujourd'hui, bon, je me débrouille. Mais tu as été incisée quand même, tu as bien eu des incisions dans les urgences, comme ça, le petit coup de cutter qui va bien, qui soulage. Oui, mais j'étais pas du tout fan, c'est-à-dire que je préférais à la limite attendre et me débrouiller par moi-même pour faire sortir que passer par là. C'est-à-dire que il m'est arrivé pendant
une semaine, 2 semaines, mais de souffrir, surtout quand c'était dans le pli de laine à conduire. Franchement, avec le recul aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai tenu ces périodes-là. Mais pour moi, c'était à moi de me débrouiller. Et c'est pas le conseil que je donnerais aujourd'hui. Mais la chirurgie était pour moi évitable parce que je me suis dit oui, si je rentre dans ce système, ben c'est sûr que j'en aurai encore plus. Et finalement, j'en suis plus aussi convaincue maintenant. Non, c'est pas au contraire. En principe, là où le chirurgien passe, ça revient pas. Hein. Si c'est bien fait, voilà. si tout a été bien enlevé, normalement, ça ne doit pas revenir. Alors après, il y a toujours des exceptions, n'est-ce pas, Estelle? Mais en principe, c'est fait pour. C'est une bonne alternative aux médicaments. Tu comprends? Après, passer le cap de la chirurgie, c'est compliqué, hein, parce que c'est long et je suis d'accord avec Karine. Après, moi, je m'étais dit au départ que je pensais un petit peu comme Karine en disant, mais plus je vais en enlever et plus ça va revenir. Au final, non, mais j'en ai toujours autant. Ça ne change pas. Mais c'est dur parce que de se dire, enfin, le matin, quand on part à la clinique et qu'on se dit, là, en fait, il va prendre son cutter puis il va me faire des trous, c'est compliqué. Après, je pense que c'est un pas qui est très, très dur à… Moi, j'y suis allée par désespoir parce que j'en pouvais plus. Je m'étais trop battue avant avec le Crohn et que, voilà, je n'avais pas la force de me battre assez pour le Verneuil. Aujourd'hui, je ne regrette pas, hein, mais j'y retournerai pas, quoi. D'accord. Je pense, pour compléter, je pense que quand on n'a qu'une pathologie, ça peut être envisageable. Moi, je me battais à un moment avec 3 pathologies et j'avais eu une grosse opération par rapport à l'endométriose où l'hystérectomie totale par voie abdominale avait été extrêmement complexe, m'avait laissé un souvenir extrêmement difficile. Hein. J'avais une trompe qui était sur le point d'exploser. Enfin, ça avait été loin. Et je me dis, si en plus je devais passer en chirurgie Verneuil, plus la spondylarthrite, c'est voilà, clairement beaucoup de pathologies, on a moins envie. Peut-être que si on n'a que Verneuil, ça peut. Oui, après c'est une question aussi personnelle. Il y en a qui. C'est ça. Personnellement, moi, j'ai viré vers la chirurgie parce que j'ai pris beaucoup, comme vous tous, hein, tout un tas de médicaments, des trucs qui sont difficiles à digérer. Alors après, tu prends un autre médicament pour faire passer le premier. Il y a un moment, quand le matin, tu prends 5 ou 6 trucs et que ça dure comme ça pendant des mois, moi, j'avais la trouille de me dérégler quelque chose au niveau digestif, justement. Donc, je suis passée à la chirurgie en me disant c'est moindre mal. Moi, c'est quelque chose de mécanique, quoi. Voilà, hop, on enlève le truc, ça se rebouche et j'esquintais pas l'intérieur. Donc, c'était un petit peu mon raisonnement, mais effectivement, c'est contraignant, ça fout la trouille, hein, c'est stressant. Hein. La maladie de Verneuil elle réagit beaucoup au stress, mais qu'est-ce qui est plus stressant que de se retrouver dans un couloir juste avant le bloc? Donc, ouais, donc ça fait un peu cercle vicieux, quoi, ce stress-là. C'est ça, puis après, je pense que, moi, en étant en couple, en plus, c'est compliqué de te dire, ouais, je vais avoir ces trous pendant des semaines, quoi. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas facile non plus, hein, de ce côté-là. Et ton mari, il t'aurait laissé tomber si tu le faisais, il ne te laisserait pas tomber, je veux dire, il y a… Non. Non. Mais après, je sais qu'ils ne sont pas tous comme lui non plus. Oui. Voilà, ils ne sont pas tous comme lui non plus, mais après ça fait partie de moi, en fait. Et comme il m'a dit, je t'ai pris comme ça, donc maintenant, Oui, vous connaissiez avant tout ça ou vous êtes rencontrés par la suite? Non, on s'est rencontrés, mais j'avais déjà mon Crohn. D'accord. Mais je n'avais pas mon Verneuil, pas encore. Mais bon, après, le amoureux, ça n'a pas posé de problème. Ouais, parce que le Crohn, c'est pas très glamour, hein, oui. Non plus. Hein. Non plus, oui, c'est vrai. Ouais. On n'a pas des maladies glamour, mais non. Nous sommes glamour quand même. Voilà, c'est ça. Et des combattantes surtout. Et des battantes, exactement. Est-ce qu'il y a les médecins? Alors, quand on a une spondylarthrite ankylosante, je suppose qu'on va voir un rhumatologue?
Je me trompe? Ouais. D'accord. Il y a d'autres médecins que tu dois consulter en plus du dermatologue et rhumatologue? Il y a d'autres Oui. Oh, oui, on a un pack, hein. Donc, médecin traitant, rhumatologue, ophtalmologue, dermatologue, puisque, Pourquoi l'ophtalmologue? alors, Explique-moi. parce que très souvent, la spondylarthrite peut amener à avoir des uvéites. Ce sont des problèmes au niveau des yeux et on peut être amené aussi à avoir du psoriasis, qui est une maladie qui est reliée directement à la spondylarthrite. Donc, en général, on a le pack complet, hein. On n'a pas que le rhumatologue. Alors, il y en a qui ont de la chance, hein, qui ont que la spondylarthrite sans l'uvéite, mais d'une manière générale, il y a toujours une petite pathologie à côté. D'accord. Et toi, Estelle? Et ben pareil, donc moi j'ai le gastro, donc voilà, gastro-entérologue pour le Crohn, le dermato pour le Verneuil, j'ai la rhumato pour ma fibromyalgie. Et je suis un peu comme Karine, j'ai aussi l'ophtalmo parce qu'avec un Crohn, on peut aussi faire des uvéites. Donc, il faut que je contrôle ça tous les ans. D'accord. Et Mandy? Dermatologue, forcément pour les deux. Pour les deux, ouais. Et à un moment donné, j'avais été suivie à l'hôpital de la Peau à Paris quand même, parce que je voulais voir de bons spécialistes. C'est vrai qu'à un moment dans mon parcours, j'ai eu une petite rectocolite hémorragique, donc qui au final n'était pas du tout liée à Verneuil, mais ne le sachant pas encore à cette période, puisqu'en fait j'avais été hospitalisée à cause c'était d'origine bactérienne. J'avais fait en fait une grosse réaction à quelque chose que j'avais mangé, mais quand ils ont su que j'avais Verneuil, ils m'ont gardé 2 jours pour être sûr qu'on écartait bien la maladie de Crohn. Donc je l'ai eu pendant un temps, j'ai été suivie par un petit gastro-entérologue. D'accord. J'ai juste oublié un cardiologue, parce que là, Ah bon? je connais quelqu'un qui va me faire la remarque. Oui, parce que la cardiologie, on peut avoir des problèmes de cardiologie assez importants avec la spondylarthrite. Donc, je tiens à le préciser que très souvent, on a affaire aussi à un cardiologue. D'accord. Voilà. J'ai une autre question sur l'ALD. Alors, on sait que l'ALD pour Verneuil, c'est du hors liste. Donc, on la demande, faut faire des papiers, etc. Est-ce que les autres maladies qui vous accompagnent sont prises en charge au titre de l'ALD hors liste ou dans la liste des 31? Dans la liste des 31, moi, pour le Crohn. Crohn, donc tu l'as d'office. Les malades de Crohn sont d'office en ALD. Et est-ce que tu as l'ALD pour la maladie de Verneuil ou pas? Alors non, parce que bon, on en a parlé plusieurs fois avec le dermato. C'est que du coup, en fait, vu que mon Verneuil pour eux est une conséquence de mon Crohn, en fait, ils font tout passer dans celui du Crohn. Et pour eux, D'accord. c'est tout lié. Mais du coup, si tu prends des médicaments pour Verneuil, c'est pas pris en charge par la Sécu au titre de l'ALD, si? Si. Ils te mettent quand même dans la partie ALD. D'accord. C'est ça. Et en fait, vu que j'ai déjà une invalidité plus une ALD, ils m'ont dit non, on va peut-être pas en demander encore un deuxième, quoi. Donc du coup, voilà, ça passe avec. Et toi, Mandy? Non, l'acné, c'est pas du tout reconnu comme quelque chose d'invalidant, hein. Alors ça, D'accord. T'as demandé l'ALD pour la maladie de Verneuil quand même ou pas? non, parce que à partir du moment où j'avais décidé de me soigner autrement, j'avais moins de frais, donc je voulais pas forcément le faire. Mais oui, à part d'avoir fait mon dossier à la MDPH, c'est la seule chose administrative que j'ai fait. D'accord. Et toi, Karine? Alors, pour la spondylarthrite ankylosante grave, on est en ALD 30. C'est comme la polyarthrite rhumatoïde grave. Effectivement, on met la maladie de Verneuil comme souvent une conséquence de la spondylarthrite. Donc, ça rentre dans le cadre de la LD 30. Et si en plus il y a le pack invalidité, à ce moment-là, tout est pris en charge à 100%, même ce qui n'est pas dans les ALD. Ouais. D'accord. C'est intéressant ce que tu viens de dire, et puis moi, ça me fait poser question. Tu viens de dire que la maladie de Verneuil était une conséquence de la spondylarthrite. Moi, je me demande, est-ce que ça ne peut pas être le contraire? Est-ce que la spondylarthrite est une conséquence? Et qui est la comorbidité de l'autre? Voilà, c'est un peu tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de chercheurs. J'avais vu une étude qui a été réalisée en Suisse. Si on part du principe que la spondylarthrite ankylosante est une maladie auto-immune,
Il est évident qu'elle peut être là depuis la naissance, en fin de compte, très jeune, mais qu'elle n'est déclarée, c'est-à-dire qu'on se rend compte des problèmes inflammatoires bien plus tard. Donc, elle s'aggrave au fil du temps pour certaines personnes, et à ce moment-là, ça sera Verneuil en seconde position. Et très souvent, c'est le cas, notamment quand il y a le HLA-B27 qui est positif, hein, parce qu'on a des personnes aussi qui sont négatives. Mais tu peux préciser ce que c'est là pour ceux qui nous écoutent? Ah, le HLA-B27, c'est une prise de sang qui permet de détecter si effectivement c'est positif ou négatif. Donc, si c'est normalement, ça rentre dans le cadre d'une maladie auto-immune. Alors, avant, ils pensaient que 80%, voire 90% des personnes atteintes de spondylie devaient être positifs à cette prise de sang. Aujourd'hui, ça diminue. On pense que ça serait du 60-40. Il n'y a pas les chiffres ne sont pas encore fixes, parce que comme il faut 12 ans, des fois pour découvrir la spondylarthrite, c'est des faisceaux, un faisceau d'indices, c'est compliqué à avoir les chiffres. D'accord. Et donc, on imagine que Verneuil est dans seconde position. Mais clairement, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Ouais. Voilà, ça reste en suspens. On ne sait tellement rien sur cette maladie de Verneuil, de toute façon. Mais après, je pense que c'est compliqué pour toute maladie. Hein. Après, on a tendance à croire que celle qui arrive en première, c'est le cas, mais je pense que pas forcément, en fait. Et vous avez parlé des différents spécialistes qui vous suivent. Est-ce que vous savez si, excusez-moi, entre le rhumatologue et le dermato, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Ou est-ce qu'ils sont chacun à leur spécialité sans trop regarder ce qui se passe à côté? Bah, moi, ils discutent. Moi, j'ai de la chance d'avoir un gastro et un dermato qui s'entendent très bien. Donc, voilà, moi, le gastro va prendre ses décisions tout seul. Par contre, le dermato ne va jamais prendre ses décisions tout seul. D'accord. Il pourrait le faire. Pourquoi le gastro ne communique pas avec le dermato? Pourquoi c'est le dermato qui va vers le gastro? Parce que pour eux, en fait, le plus important, c'est de garder un chrono stable. D'accord. Parce que voilà, ça peut vite vriller et il peut y avoir d'autres conséquences qu'un Verneuil. Voilà, il peut y avoir des conséquences plus graves avec un Crohn mal géré qu'avec un Verneuil mal géré. D'accord. Et toi, chez toi, Mandy, de toute façon, c'est le dermatologue. Donc, moi, c'est le dermatologue, mais si je peux apporter ma vision des choses concernant ces idées de comorbidité, nous, en naturopathie, on estime en fait qu'il n'y a qu'une seule et unique maladie. C'est l'encrassement du corps. C'est-à-dire nos maladies arrivent parce qu'on a trop de déchets et on a un intestin souvent qui ne fonctionne pas bien, puisque Hippocrate disait souvent qu'en fait, toute maladie prend naissance dans l'intestin, qui est un peu le premier cerveau. Donc, dès lors qu'on va avoir un transit un peu irrégulier, lent, et qui stagne et qui garde beaucoup de déchets, c'est là qu'apparaissent beaucoup de troubles ou de pathologies. Et donc, du coup, moi, j'ai cette idée que, en fait, à la limite, on s'en fiche un peu, entre guillemets, de quelle maladie arrive en premier. Mais si on en a une, c'est que déjà, on est encrassé et qu'il va falloir plutôt sortir les toxines par la voie des urines ou des intestins avec les organes d'élimination, plutôt que par la peau sous forme d'abcès. Parce que nous, en naturopathie, qu'est-ce qu'on dit? En fait, un kyste, c'est quoi? C'est le corps qui met à s'enkyster pour emmagasiner à l'intérieur les déchets, parce qu'il y en a trop en circulation dans le reste du corps. Donc, pour protéger, il les met à un seul et même endroit. Et le kyste se met à percer ou à se ralentir ou à diminuer lorsque les toxines ou les déchets sortent par d'autres biais. Donc, c'est toute une histoire d'organes d'élimination avec les intestins, les reins, le foie, les poumons et la peau aussi. Mais si la peau prend le relais sur les autres, c'est que les autres, ils ne fonctionnent pas bien. Donc, voilà, c'est de savoir plutôt, pas quelle est la première qui est arrivée, mais si on en a une ou deux, il faudra regarder comment fonctionne de façon générale le corps. Bon, je viendrai te voir. Ça marche. Est-ce que bon, on a parlé un petit peu des traitements que vous avez pris. Est-ce que vous auriez
des conseils à donner aux malades de Verneuil, bien sûr, mais à ceux qui ont comme ça deux pathologies qui ont associé, est-ce qu'il y a des conseils particuliers à donner à ces gens-là? Voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour essayer d'aller mieux, autant sur le plan physique que sur le plan moral, etc., etc. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller de faire? Moi, après, c'est un conseil après, mais moi, c'est de ne pas négliger ni l'une ni l'autre. Ne pas se dire, bon, là, pour le moment, c'est ça, donc je vais soigner ça, et même si ça dérègle l'autre, c'est pas grave. Ça, franchement, c'est un truc à ne pas faire, parce qu'au final, on s'en sort jamais. C'est vraiment prendre en compte les deux pathologies et de se dire, il faut que je soigne les deux. Alors, les deux ne seront jamais, ça reste des maladies chroniques, en tout cas pour moi, donc ça ne sera jamais parfait, mais juste essayer de faire au mieux. C'est très dur à faire, mais voilà, moi, c'est mon conseil que je peux donner. D'accord. Et Karine, Mandy? Moi, je dis souvent que nos pathologies ont 30% de psychologie. Si on a le moral, si on est bien, on gagne 30%. Si on n'a pas le moral, si on n'est pas bien, on a 30% de douleur en plus. Alors ça, c'est un petit peu personnel, ce que je pense. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir le moral du mieux qu'on peut, de ne pas ruminer, de pas aller loin dans le négatif, de noter au jour le jour des petits moments sympas, même un petit message, quelque chose qui fait plaisir. Et d'avancer surtout dans les moments difficiles, comme avec la spondie actuellement, on voit bien que c'est une période compliquée avec l'humidité, avec le froid, etc. Reprendre des forces et avancer. D'accord. Et toi, Mandy, ta recette pour te booster et continuer, c'est à part la naturopathie, bien sûr. Moi, ce qui m'a aidée, c'est à un moment donné cette idée qu'il faut, pour avancer, se questionner de pourquoi on en arrive là. J'en avais marre de subir, de me résigner, d'avoir l'impression que ça s'arrêterait jamais. Et à partir du moment où j'ai compris, où j'ai regardé, je me suis questionnée, mais pourquoi j'ai ça en fait? Quelles sont les raisons? Ça m'a donné beaucoup de réponses et j'ai pu accepter ma maladie. Parce que la maladie, elle n'arrive pas par hasard, en fait. Donc, soit elle est d'ordre émotionnel, beaucoup, comme l'a dit Karine, c'est très psychologique, dans le sens où il y a un impact au quotidien, mais c'est causé par quoi? Un choc émotionnel, des choses qu'on n'a pas digérées et qui s'impriment par un trouble après, qui est là, qui est chronique. Donc moi, c'est ça qui m'a aidée, c'est de me questionner sur ma vie, qu'est-ce que je pouvais faire pour voir le verre à moitié plein tout le temps, plutôt que d'être toujours un peu négative. Et voilà, c'est... Tu t'es fait aider par, je sais pas moi, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste peut-être même? Ouais, moi j'ai vu beaucoup aider ce genre de choses. Donc ça peut aider, ouais. Moi j'ai vu 2-3 psychologues dès l'âge que j'avais 18 ans. Et puis après, j'ai fait différentes thérapies émotionnelles, même dans les médecines douces. Il y a différentes techniques. Maintenant, je pense à l'EFT, qui est l'Emotional Freedom Techniques. C'est des techniques, en fait, avec un thérapeute où on travaille sur les anciens chocs émotionnels pour essayer de libérer des émotions. Et comme ça, il y a moins de soucis physiques, cliniques. Et ça, j'ai vu vraiment une grosse différence. Donc, moi, mon conseil, c'est de dire aux gens de ne pas essayer hésiter à se questionner et puis surtout de ratisser large, quoi. Il y a différentes techniques, il y a plein de médecines parallèles. La médecine allopathique, elle est bien pour aider, mais ça serait tellement chouette qu'il y ait plein de médecins, même avec les médecines douces, qui travaillent ensemble. Ouais. Voilà, donc main dans la main. Je suis d'accord avec toi, Mandy, c'est sûr. Ouais. Ça serait, je pense que pour les malades, ça serait vraiment très important. Puis ça serait bénéfique, de toute façon. C'est ça. Ne pas voir tout noir ou tout blanc, de pouvoir faire plusieurs choses et ce qui convient à chacun. Ça serait super, on avancerait 3 fois plus vite. Je pense qu'on peut plus facilement faire du cas par cas, en fait, avec cette méthode-là. Et malheureusement, ces maladies-là, c'est du cas par cas parce que chaque personne est différente. Chaque personne a des symptômes différents et surtout, chaque personne les ressent différemment. Exactement. Donc, et après, du coup, ça joue sur le psychologique et c'est vrai que ça serait vraiment très bien si on en arriverait là, en tout cas. Je suis d'accord.
on parle souvent de l'impact du stress sur les maladies de peau. Le stress, vous l'avez constaté vous-même que le stress, un gros coup de stress, un pépin, etc. Vous avez remarqué que un stress, hop, derrière, on a une crise de Verneuil ou de Spondy ou de Crohn, etc. Vous l'avez remarqué vous aussi ou pas? Ah oui, Oui. ça c'est sûr. Ouais. Oui. C'est sûr. Oui, et puis il n'y a pas que ça, à mon sens, il y a aussi le parcours. Un choc émotionnel ou physique peut entraîner une spondylarthrite grave. On a déjà vu des personnes qui ont eu un accident de voiture important ou une histoire dans l'enfance, dans l'adolescence, a pu créer, a pu déclarer, accélérer et Verneuil en fait partie. J'ai un stress, j'ai une poussée. Ça arrive très fréquemment. Voilà ce qui ressort en tout cas de ce qu'on voit au quotidien. Ouais, moi, c'est pareil aussi. Un stress, sous 3 jours, je vais avoir un kyste ou un abcès. Alors, acné nodulokystique ou Verneuil, de toute façon, parfois, il m'arrive même de plus faire la différence. Sauf par la zone, vraiment, si c'est sous les selles, je sais que c'est Verneuil, mais ça reste très infime parfois, la différence entre les deux, mais c'est le stress qui a tendance à exciter ma peau, quoi. On sent, vu que sur notre peau, de toute façon, il y a plein de capillaires nerveux, ça flambe. Et pour lutter contre le stress, relaxation, Méditation, voilà, respiration, cohérence cardiaque, se faire masser, c'est très important. et ça marche bien, ça, Si on peut. la méditation, tout ça, ça permet de baisser le niveau. Vous y arrivez bien, les unes et les autres, Ouais. hein? Moi, ça marche sur moi et sur les personnes que je suis. Il y a une grosse différence. Ouais. D'accord, bah, écoutez, c'est très bien tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez aborder? Alors, il est bientôt 8 heures. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire? Bah toi, comment tu vas? Comment va ta pathologie aussi? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis une vieille dame. Et les vieilles dames qui sont ménopausées, eh ben, souvent, alors je ne dis pas tous parce que j'en connais certaines, c'est pas vrai, mais dans mon cas, j'ai eu la maladie très tard et elle s'est arrêtée dès que j'ai été ménopausée. Voilà. Donc j'ai des lésions endormies, complètement endormies depuis 5-6 ans, mais je n'ai plus aucune poussée. Voilà. Ça, c'est les variations hormonales qui se sont bien calmées et du coup, je suis tranquille. Voilà. C'est là qu'on voit l'impact hormonal et glandulaire sur Verneuil. Mm. Ouais. Oui, et puis les situations de stress, j'étais stressée, j'avais un boulot qui me posait problème, je suis partie. J'ai d'autres problèmes, des problèmes d'argent maintenant, du coup, c'est normal. Mais il vaut mieux avoir des problèmes d'argent que de supporter certaines situations professionnelles. Parce que moi, ça m'a libérée. Et puis maintenant, je m'occupe de l'association et je suis ravie, encore une fois, d'être avec vous ce soir. Donc, j'ai bien fait, vous voyez. Ouais. Merci. En tout cas, merci Karine, merci Estelle, merci Mandy. C'est super sympa d'être venu avec nous. Si vous voulez un petit message pour ceux qui nous regardent, là, si vous voulez retrouver Karine, alors rendez-vous sur la page Facebook de son association qui s'appelle, il ne faut pas que je me trompe, Association SPAVER 22, spondylarthrite ankylosante et maladie de Verneuil. C'est un peu long, mais vous tapez Association SPAVER 22, le reste, Facebook trouvera. Et pour retrouver Mandy et ses bons conseils, et moi je vais le faire, je vais aller faire un petit tour un petit peu Oui, plus moi aussi, précisément. ce soir, je vais aller voir ça. Voilà, il faut que j'explique à ma digestion que c'est elle le chef en réalité. Eh bien, rendez-vous sur Instagram, on dit une page sur Instagram aussi. Oui, c'est ça. C'est une page. Et c'est la page bien dans sa peau, tout collé. Et il y a un seul S entre le N et le A. Génial. Donc, retrouvez Karine et Mandy, les filles, toutes les 3 jours. Merci d'être venues. J'espère, on va regarder les questions tout à l'heure grâce à Vanessa et Muriel, un petit peu ce qui s'est passé. Ce direct sera monté, il y aura un montage et comme ça, il sera disponible pour tous ceux qui voudront écouter ce que vous avez dit. Moi, je pense que c'était assez intéressant. J'ai bien aimé être avec vous. Je vous souhaite à tous, toutes les 4, plus nos 2 modérateurs, plus tous ceux qui nous ont fait la gentillesse de venir, je vous souhaite à tous une très
très, très bonne soirée. Et puis, on essaiera de refaire des trucs. Quant à toi, Estelle, il faudra qu'on trouve l'occasion de se voir. Ah bah oui, là, on est vraiment pas loin, ouais, c'est Et clair. Mandy, la prochaine fois que je viens à Paris sur plusieurs jours, je viens de voir. Quant à toi, Karine, Ça marche. c'est en train de cogiter. Je vous embrasse tous. Passez une bonne Moi soirée. aussi. Merci. Bonne Merci, soirée, Hélène. bisous à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Au revoir à tous. Au revoir.